Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chroniques européennes, l'émission de Radio Land consacrée aux grands enjeux européens. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Pervenche Berès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne depuis 1994. Vous êtes porte-parole des socialistes et démocrates européens pour les questions économiques et monétaires. Et avec nous, nous allons revenir sur l'influence des 24 députés européens du Front National au Parlement ici à Bruxelles. Alors, en effet, lors des élections européennes de 2014, les électeurs français envoyaient au Parlement européen 24 députés du Front National sur un total de 74. Ce parti ayant réussi à truster le tiers des sièges de députés européens dévolus aux Français. Alors, de nouveaux parlementaires un peu particuliers qui s'étaient alors fixé l'objectif, je cite Marine Le Pen, de vouloir détruire l'Europe de l'intérieur. Alors, vous avez réalisé une sorte de bilan après 3 ans de mandature de ces députés que bien peu connaissent, il faut bien le reconnaître. Et pour bien combattre, vous le dites, il faut aussi connaître. C'est ce que vous proposez dans ce bilan sous forme d'ouvrage intitulé « Son vrai visage », témoignage sur le FN au Parlement européen et publié par l'Institut Jean Jaurès. Alors vous décortiquez et dénoncez dans cet ouvrage d'une centaine de pages le discours, les incohérences, les contradictions, les mensonges aussi de ces parlementaires qui siègent au sein d'une institution dont ils contestent la légitimité. Alors on va bien sûr revenir sur ce sujet, mais avant de commencer, je souhaiterais vous demander votre avis sur le déroulement de cette dernière élection présidentielle. À la fois, bien sûr, le fait que le FN soit à la 2e place de cette élection, bien sûr, mais aussi que si l'on ajoute les voix de tous les candidats eurosceptiques, on arrive quand même à un total très important. J'ai comptabilisé hier, c'est à peu près 45%. Quel est votre regard sur ces deux événements ? La dernière fois que le Front National a été qualifié au premier tour de l'élection présidentielle, c'était lorsque le père de Madame Le Pen a affronté Jacques Chirac au 2e tour. À l'époque, à ce moment-là, ça a été une surprise quand même, ça a été un choc. Cette fois-ci, une grande partie de la campagne s'est jouée sur Madame Le Pen sera au 2e tour, quel est le mieux qualifié pour l'affronter. Et ça a beaucoup pesé dans la campagne, y compris sans doute dans le score du Parti socialiste, car le score du Parti socialiste démontre une hémorragie d'une partie de son électorat, soit en faveur de Jean-Luc Mélenchon, soit au bénéfice d'Emmanuel Macron. Donc dans la donne même de la dynamique de cette campagne, il y a un phénomène qui s'est produit pour la première fois. La seconde chose importante à noter, c'est que moi j'ai été très choquée par les commentaires dimanche soir qui se réjouissaient que Mme Le Pen n'occupe pas la première place dans ce résultat. Sa présence au 2e tour est une catastrophe. Je veux dire, c'est la preuve qu'elle a une emprise sur le pays beaucoup trop importante. Et que ce soit la première ou la 2e place, bien sûr, ça change un tout petit peu la donne, mais pas tant que ça. Et il faut quand même regarder aussi le résultat effectif. En voix, elle a plus de voix au premier tour que son père n'en a eu au 2e tour. Et son score est de 4,5 supérieur à celui que son père avait fait au premier tour. Donc il y a une progression terrible. Et moi j'espère qu'Emmanuel Macron aura le score de Jacques Chirac lorsqu'il avait affronté M. Le Pen, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Donc il y a une progression quand même du Front National qui est très inquiétante. Et je pense qu'un des arguments de campagne de Benoît Hamon, qui me semble-t-il doit être bien présent à l'esprit, c'est que il faut faire très attention. Au fond, dans ce résultat de l'élection, on voit quelque chose qu'on a aussi observé dans le Brexit ou dans l'élection de Donald Trump, qui est une séparation entre, pour utiliser du franglais, les insiders et les outsiders. C'est ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors du système, d'une certaine manière. Et cette fracture-là, si on n'y prend pas garde, elle conduit à casser la société, à casser le pays. Or, si les socialistes appellent à voter aujourd'hui pour Emmanuel Macron,
cela l'oblige, c'est-à-dire dans mon esprit que Emmanuel Macron ne peut pas faire comme si son élection au deuxième tour était un simple rassemblement au bénéfice de sa campagne. Il est porteur dans ces conditions de ce qu'on appelle le Front républicain. Et d'une certaine manière, ça l'oblige. Et ça l'oblige notamment à combattre les racines du mal qui alimentent un vote Front National. Ce que n'avait pas fait Jacques Chirac d'ailleurs en 2002. Exactement. Et pour moi, c'est une des leçons très très importantes de 2002, parce que lorsque je vois ce que Jacques Chirac avait fait, des 80% de votants qu'il avait obtenus, c'est un vrai gâchis pour la France, et il n'en avait rien fait. Et moi, rétrospectivement, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que nous avons voté Jacques Chirac? Je sais pourquoi nous avons voté Jacques Chirac, je n'ai pas de regret de l'avoir fait d'une certaine manière, mais tout de même, le fait que nous... je ne sais pas si on était en condition de poser des conditions, mais en tout cas, lui-même porteur de ce front républicain, ne peut pas ne rien en faire. Et ça vaut aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Alors on explique souvent le très haut score de Marine Le Pen par le fait qu'elle aurait été, vous l'avez dit, dédiabolisée, normalisée. Est-ce que le fait que 24 eurodéputés français aient été élus au Parlement européen, c'était en 2014, je le rappelais tout à l'heure, ça a participé justement à ce phénomène de normalisation, un petit peu d'installation dans le paysage de ce parti? En tout cas, elle s'en est servie pour contribuer à cette dédiabolisation. Mais vous savez, l'élection au Parlement européen, on n'y prête pas toujours suffisamment d'attention. Et parfois, dans la classe politique française, on considère que c'est un sondage grandeur nature et puis que les choses vont s'arranger après. Au soir des élections en 2014, tout de suite, on voit l'installation de cette espèce de tripartisme qui change complètement la donne par rapport à la logique de l'élection présidentielle et de ces deux tours. Les éléments sont là. Et d'une certaine manière, c'est avant-coureur de ce qu'on a pu vérifier ensuite dans l'élection régionale. Mais je ne sais pas s'il y a vraiment une dédiabolisation. Quand vous voyez que le président par intérim qu'elle a choisi est un député européen négationniste, je n'appelle pas vraiment ça de la dédiabolisation. Le diable n'est jamais très très loin. Alors vous dites dans votre ouvrage que le parti, le FN, a vu sa structuration facilitée et puis également son financement par l'élection de ces 24 eurodéputés. Et a fait du Parlement européen son véritable camp de base. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Si vous voulez, lorsque vous regardez le nombre d'élus du Front National dans les collectivités ou à l'Assemblée nationale ou au Sénat, d'une certaine manière, si vous m'autorisez l'expression, il n'y a pas photo. Avec 24 députés, même si certains sont partis, ils sont aujourd'hui plus que 20 dans le groupe de Madame Le Pen. Ça leur permet d'organiser une base arrière très conséquente. Et il faut regarder, au-delà de ce qu'a fait l'OLAF, l'Office de la lutte antifraude de l'Union européenne, les passerelles qui existent entre la structure de direction du Front National, l'équipe de campagne de Madame Le Pen et cette base arrière que constitue le Parlement européen, à la fois avec les élus du Front National, mais aussi les collaborateurs des députés ou les fonctionnaires politiques du groupe de Madame Le Pen. Et tout ça est totalement perméable. Alors, moi, bien sûr, tout collaborateur peut être militant. Mais il y a une différence entre un militant à ses heures citoyennes et un emploi fictif. Or, on voit que la façon dont le groupe ENL et la délégation du Front National utilisent les moyens du Parlement européen, c'est tout à fait détourné pour faire la campagne de Mme Le Pen à la présidentielle. Alors il y a un élément nouveau aussi depuis l'élection de 2014, c'est qu'on avait longtemps reproché aux eurodéputés Front National auparavant d'être quasi absents ou d'être complètement inactifs. Et alors il semble, en tout cas vous le dites dans votre ouvrage, avoir trouvé la parade avec le dépôt de milliers d'abonnements à la portée nulle, qui leur permet d'optimiser leur place dans les classements. Une activité en plus à la finalité nulle, mais qui a quand même un coût pour le Parlement, vous le dites aussi.
Et vous dites également, vous donnez des exemples pour appuyer vos dires, notamment le Front National, les députés Front National ont pu demander par exemple la suppression du Bureau européen d'appui en matière d'asile ou encore la fermeture de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis des choses bien plus surprenantes avec notamment toutes sortes d'amendements, notamment liés aux droits des animaux. Hein. Alors si vous voulez, c'est vrai que pendant la campagne de 2014, par exemple, nous avions beaucoup insisté sur le fait que le Front National ne faisait absolument rien au Parlement européen. Avec une délégation de 24 ou même de 20 députés, non pas que les 4 autres ne soient plus députés, hein, mais ils sont ou non inscrits ou au groupe OCR pour l'une d'entre elles. La stratégie de présence a été très différente, hein, puisqu'il y a eu dans chaque commission un élu du Front National qui était en situation d'être le député de base, enfin celui qui est là à quasiment toutes les réunions pour intervenir. Mais les modalités de leur intervention les conduisent à être dans une double contradiction, me semble-t-il. D'abord, comme ils ont cherché à faire du chiffre, et c'est-à-dire à améliorer leur classement améliorer leur place dans les classements qui sont souvent faits pour noter l'activité des députés européens, ça les a conduits à développer toute une activité assez paradoxal, parce que notamment, moi je suis tout à fait favorable au bien-être animal, hein, il n'y a aucune incompréhension entre nous là-dessus. Mais si vous regardez un peu les exemples que je prends dans l'ouvrage, il y a un certain nombre de questions écrites, par exemple, qui sont posées. Une question écrite, c'est très facile, hein, vous la déposez, enfin votre collaborateur la prépare, vous la déposez, ça n'engage pas à une négociation pour obtenir un résultat, mais ça permet, dans les classements, parce que c'est très valorisé dans les classements d'une certaine manière, d'obtenir des points. Et parmi les questions qui reviennent souvent, il y a des questions qui interpellent la Commission européenne sur savoir qu'est-ce qu'elle fait dans tel ou tel domaine de protection du bien-être animal. Et donc il y a une contradiction pour ce parti qui, soi-disant, refuse que la Commission européenne se mêle de trop de choses, ou voire même qu'elle se mêle de quoi que ce soit qui devrait relever de la subsidiarité ou de la souveraineté nationale. Et là, on lui demande d'intervenir, par exemple, sur la question du meulage des dents de cochon. C'est un des exemples qui a été les plus repris parce qu'il est assez emblématique. On ne peut pas vraiment dire que ce soit conforme, me semble-t-il, à la ligne que défend le Front National, pareil. Et l'autre contradiction, c'est que le Front National dénonce un certain nombre de situations de carence et, comme vous l'avez indiqué, vote contre toute solution qui permettrait d'apporter une réponse aux problèmes qui sont posés. Le cas de l'asile en est un, le cas de la lutte contre le dumping social en est un autre. Et du coup, il y a une démonstration de l'impasse dans laquelle le Front National se met ici. Alors vous balayez dans l'ouvrage plusieurs thématiques. Vous commencez sur lesquelles travaille le Front National en pointant les incohérences. Alors première de ces thématiques, c'est la politique étrangère sur laquelle intervient régulièrement le FN avec une ligne pas toujours facile à suivre. J'ai noté, vous mentionnez ainsi dans les discours de Louis Alliot, un de ces 24 eurodéputés, fidèle d'un côté au sacro-saint principe de la non-ingérence, mais ne voyant rien à redire sur l'intervention, par exemple, russe en Syrie. Hein. Oui, ça c'est... et on l'a vu, vous vous souvenez, lorsque Mme Le Pen, pendant la campagne, est allée rencontrer M. Poutine à Moscou, et elle rentre de ce déplacement avec des images qu'on a vues très frappantes, et qu'elle rentre en stigmatisant ceux qui s'allient aux forces étrangères et qui bafouent la souveraineté nationale. Donc il y a quand même une alliance là qui est tout à fait, qui est purement scandaleuse quand on connaît la nature du régime que M. Poutine
met en place ou développe. Et ça les a conduits également, par exemple, lors de la prise d'Alep, de se réjouir de la libération du peuple syrien. Donc c'est quand même des choses qui sont choquantes. Hein. Et je ne sais pas si je suis chez la modestie de penser que ce travail n'est qu'une contribution à la lutte contre le Front National. La contribution majeure, elle est évidemment liée à la capacité de répondre aux inquiétudes des lecteurs qui se sentent à côté ou qui n'ont pas l'impression de bénéficier, qui ont le sentiment de ne pas être pris en compte dans ce monde nouveau qui arrive, qui est fait d'une mutation numérique, d'une transition écologique dont ils pourraient être les victimes, les laissés pour compte. Bien sûr, ça c'est la bataille essentielle. En même temps, quand le Front National est tellement présent dans les médias, dans les institutions, dans les élections, on ne peut pas ne pas combattre pied à pied chacun de leurs arguments, parce que on ne peut pas laisser passer sous silence, par exemple, cette alliance avec un partenaire qui serait le partenaire de l'Union soviétique, enfin, de l'ex-Union soviétique, et qui a une espèce de nostalgie de l'Empire qu'on voit chez M. Poutine, avec y compris le danger qu'on a vu dans le débat électoral, dans le premier débat premier tour des élections présidentielles, qui était la possibilité de remettre en cause les frontières de l'Europe. Alors même qu'au lendemain de la chute du mur, l'accord entre François Mitterrand et Helmut Kohl sur la réunification allemande et sur le nouvel horizon du continent s'était fait sur le respect, l'intangibilité des frontières et le respect du droit des minorités. Et c'est ça que Mme Le Pen et tous ceux qui souhaitent s'allier avec la Russie acceptent de réouvrir. Et très rapidement, comment vous l'expliquez, vous, cette sorte de fascination du FN pour Poutine, fascination qui est partagée, on le rappelle aussi, par plusieurs partis d'extrême gauche. Oui, oui ou par... je veux dire, M. François Fillon n'était pas toujours un adversaire méthodique du régime de M. Poutine. Hein. Je crois qu'il y a une espèce de... Ça renvoie à une espèce de nostalgie française une grande Catherine de Russie, enfin, il y a d'autres. Mais moi, c'est un sujet qui est parfois contesté, débattu, mais je pense qu'il y a derrière quelque chose autour des valeurs chrétiennes, qui est aussi sous-jacent. Non pas que je crois que M. Poutine soit le porteur des valeurs chrétiennes, mais il y a cette idée que face à l'islam, il y aurait une forme de passerelle possible. Tout ça dans une négation de ce qu'est la réalité du régime de M. Poutine. Alors, autre élément marqueur du discours du FN, notamment au Parlement européen, et que vous mettez en avant dans l'ouvrage, c'est bien sûr la question de l'identité et des mœurs. Alors, vous mentionnez un Front National mettant en exergue la question de la laïcité pour derrière valoriser une exclusion de certaines religions. Hein. Ça, je crois que c'est quelque chose que ceux qui combattent le Front National en France maintenant ont bien maîtrisé et ont bien identifié, et qu'on a vu à quel point ça a pesé dans la campagne du premier tour. Cette notion de la laïcité qui est détournée de son essence, puisque l'essence de la lettre et l'esprit de la laïcité à la française, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et c'est une notion inclusive. D'ailleurs, c'est pour ça que sans doute la loi de 1905 n'a jamais été révisée et qu'on a pu, avec des changements de population et avec une évolution de la présence des religions en France, vivre sans changer la loi parce qu'elle était adaptée à une situation de tolérance à l'égard de toutes les religions. Or, la façon dont le Front National se saisit du thème de la laïcité, c'est pour en faire un thème, en réalité, au service de la seule religion catholique et en excluant l'islam comme étant contraire à cette laïcité.
Et je crois qu'il y a une perversion de la notion qui doit être dénoncée, parce que si on laisse la laïcité être appropriée comme ça par le Front National, on mine vraiment un des socles de la République. Et vous avez été également choqué, hein, c'est un peu dans la même ligne, du discours de régression, hein, de certains députés Front National dans le domaine du droit des femmes. Hein. Vous le dites, nombreux exemples qui démontrent à quel point le FN refuse l'émancipation des femmes et l'égalité entre les sexes. Ces eurodéputés ont ainsi voté contre les 8 rapports présentés au Parlement européen depuis 2014 visant à renforcer ces mêmes droits des femmes. Hein. Oui, je crois que mais les femmes, le réseau des femmes militantes ne s'y est pas trompé. Hein, le féminisme de Madame Le Pen n'existe pas. Et dans son mouvement, dans son parti, les positions sont très caricaturales. Une des premières choses, moi, qui m'avait choquée dans l'activité du Front National ici au Parlement européen dans cette mandature, sont les propos de M. Dominique Martin en commission emploi, qui considérait que pour résoudre le problème des incivilités dans les quartiers, il fallait que les femmes restent à la maison s'occuper de leurs enfants. Et tout est à l'encan. Oui. J'ai la phrase ici. Cela aurait l'avantage de libérer des emplois, de donner une meilleure éducation à nos enfants, de sécuriser nos rues, parce qu'ils ne traîneraient pas dans ces rues, justement, et ne seraient pas soumis à la drogue. Exactement. Alors, il y a une obsession aussi, vous le dites, d'une prétendue idéologie LGBT. Hein. Même si le FN est parfois un petit peu difficile à suivre sur ces questions. Hein. Oui, mais c'est des thèmes sur lesquels ils creusent leurs contradictions, encore une fois. Et on l'a vu d'ailleurs au moment de la négociation en France, où ils ont été très mal à l'aise, hein, parce que c'est des thèmes sur lesquels ils ont des intérêts contradictoires. Hein. Et alors une grosse question aussi sur lesquelles reviennent énormément les eurodéputés FN, c'est bien sûr la question de la migration et de la sécurité, avec des amalgames que l'on connaît. On ne compte plus le nombre de communiqués de presse, d'interventions en séance plénière, de questions écrites adressées à la Commission, faisant l'amalgame, vous le dites, entre immigration, insécurité, violence et terrorisme. Des migrants d'ailleurs, vous le notez, qui ne sont jamais appelés sous le vocable de réfugiés, hein, ce qu'ils sont en tout cas pour une grande partie véritablement. Ah ben ça, de toute façon, le Front National refuse la distinction entre réfugiés et immigrants, et sous-tend tout son raisonnement par la peur du grand remplacement, hein, de cette idée que les Français seraient menacés par une submersion de migrants. Mais tout ça ignore totalement la réalité de ce qui s'est passé dans l'afflux de réfugiés face à des crises. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point il faut, sans relâche, revenir sur ce qu'est la France. Parce qu'on ne peut pas être fier de la France, on ne peut pas se dire même nationaliste, et nier ce qu'est la nation française. Or, la nation française, si on en est aussi fier, c'est aussi dans ce qu'elle porte comme valeur universelle. Or, l'universalité, c'est quand même la capacité d'accueillir ceux qui en ont besoin. Et ces réfugiés qui venaient à la fois pour des raisons politiques, mais aussi économiques ou climatiques, ont leur place dans la grande France. Et le nier et prétendre défendre la France, je crois qu'il y a une contradiction dans les termes qu'il faut sans arrêt dénoncer. Surtout qu'accueillir ceux qui en ont besoin, on est véritablement loin du compte, hein, parce que vous rappelez les chiffres. La France avait promis, dans le cadre du paquet européen, si on peut appeler ça de cette formule un peu maladroite, 30 000 réfugiés, et on a accueilli quoi, 2-3 000 pour l'instant. Un peu plus que ça, Non, mais ça veut dire que c'est lié à la fois aux conditions de circulation. C'est aussi le choix des réfugiés eux-mêmes, hein, qui ont parfois privilégié l'Allemagne, dans laquelle ils pensaient que la situation économique les conduirait à trouver plus facilement un emploi. Mais c'est surtout, il faut bien dire que
le Front National exploite des fantasmes qui ne correspondent même pas aux réalités et surfe sur des peurs. Et on le voit dans certains résultats de l'élection, avec des villages ou des espaces où finalement il y a peu de réfugiés et où pourtant cet argument a prise. Alors, vous pointez également les incohérences sur un terrain important qui est le discours économique, avec une distorsion évidente entre, d'une part, le discours et le vote en session. Alors, vous pointez notamment une doctrine commerciale difficile à suivre et défendue par l'eurodéputé Front National Bernard Monod, qui est chargé plutôt de l'économie. Vous notez ainsi que, tandis que celui-ci condamne à longueur de communiqués et de messages vidéo la guerre commerciale entre l'Europe et la Chine et la concurrence déloyale des produits chinois, sa délégation s'est par exemple abstenue sur la résolution refusant l'octroi du statut d'économie de marché à cette même Chine. Oui, alors, ça fait partie des contradictions qu'on a dénoncées tout à l'heure du Front National, qui est de refuser en fait une approche européenne des questions. Et donc l'idée que ce soit l'Europe qui définissent quel est le statut de la Chine est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et du coup, alors que face à la Chine, quelle meilleure enceinte que l'Union européenne pour armer le bras des différents États membres, eh bien, il le refuse. Et je voudrais terminer, parce que je sais que vous avez une importante réunion après, sur les contradictions et également sur ce parti qui se dit rural, favorable à la campagne, et dont vous dites qu'il est un parti faussement écologiste. Vous notez que la délégation Front National s'est ainsi opposée à la ratification de l'accord international sur le climat, la fameuse COP21. Vous voyez, c'est à nouveau un exemple de cette contradiction, de ce mensonge qui est produit par le Front National vis-à-vis des Français. Parce que je pense que quand on se préoccupe de l'avenir des Français, de se préoccuper de l'avenir de la planète et des conditions dans lesquelles nos enfants vivront, c'est vraiment être patriote. Et je note que ne pas porter le résultat de ce qui a été un grand succès reconnu, y compris par les opposants de François Hollande, président de la République, dans cette négociation avec le soutien de Laurent Fabius, c'est vraiment saper les bases de ce que doit être la fierté nationale. Et non seulement mais tout ça parce que derrière, il y aurait une dimension de fierté européenne. Donc c'est vraiment, d'une certaine manière, proposer d'amputer la capacité de redressement de notre pays. Je note d'ailleurs que sur des votes de ce type, alors je ne sais plus exactement ce qu'elle a fait sur ce vote-là, mais on a dit en début d'émission que maintenant le Front National était assez présent parce qu'il y a 24 députés. Mais très souvent, Mme Le Pen n'est pas là pour des votes importants et qu'elle dénonce ensuite, notamment dans le domaine des échanges commerciaux ou, par exemple, dans le rapport que j'ai pu produire sur l'idée qu'il faut pour la zone euro un budget de la zone euro. Le Front National s'est fendu d'un communiqué de presse pour dénoncer mon fédéralisme budgétaire, etc. Mais Mme Le Pen n'était pas là pour le voter. Comment vous expliquez que toutes les contradictions, les incohérences, finalement les mensonges que vous pointez dans votre ouvrage ne soient pas plus relayés par... Il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail, les journalistes, on ne va pas assez au fond des choses? En tout cas, vous êtes en train de le faire, donc je vous en remercie beaucoup. Je pense que c'est... Je l'ai dit dans l'émission un peu plus tôt, mais il n'y a pas de recette miracle. Mais je pense que ce boulot-là doit être fait, il faut continuer à le faire. Il ne faut pas renoncer à combattre le Front National, à la fois sur le plan des politiques menées, mais aussi de la dénonciation des incohérences, des contradictions. Et pour moi, la plus grande incohérence, c'est de prétendre avec cette politique défendre les Français.
Eh bien, merci, merci Madame Berès de nous avoir éclairé, d'avoir évoqué ce compagnonnage un peu forcé avec les 24 députés frontistes du contingent des députés européens français qui siègent à Strasbourg et ici à Bruxelles. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage intitulé Son vrai visage, témoignage sur le Front National au Parlement européen, et publié par l'Institut Jean Jaurès. Vous pourrez retrouver cette émission à l'écoute sur le site de Radio Nantes, radionnantes.eu. Merci également à Thomas Cox qui m'a aidé à préparer l'émission. Et merci aux auditeurs et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci Madame Berès.